Bonjour, on va s'intéresser à l'énergie thermique aujourd'hui et puis les changements d'état. C'est parti. Alors, des changements d'état. Des états, on en a trois, les solides, liquides et gaz. Pour passer de solide à liquide, c'est ce qu'on appelle la fusion. De liquide à gaz, la vaporisation. Maintenant, si on veut passer de gaz à liquide, c'est la condensation et la solidification. Évidemment, pour passer d'un état à un autre, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de changer la température quand on a une pression constante. J'ai pas mentionné ici deux changements d'état assez intéressants. C'est la sublimation quand on va directement solide à gaz. C'est ce qui se passe pour les comètes quand elles passent dans l'atmosphère, donc ce qui donne les étoiles filantes. La comète est faite de glace et ça va passer directement en gaz. Et puis de gaz à solide, c'est la condensation à l'état solide. Alors, je voulais faire une petite remarque sur la vaporisation, parce qu'il y a parfois pas mal de confusion par rapport à ça. On a deux types de vaporisation. On a tout d'abord l'ébullition, et puis on a aussi l'évaporation, et ça ne marche pas exactement de la même façon. L'ébullition, par exemple pour l'eau, l'ébullition se fait à 100 degrés Celsius, quand on est évidemment sous pression atmosphérique au niveau de la mer. Maintenant, l'évaporation, elle se passe à température ambiante. Alors, on a plusieurs facteurs qui peuvent influencer euh, le taux d'évaporation, la température, évidemment. Plus il fait chaud, plus il y a d'évaporation. La surface libre, plus elle est grande, plus on a de l'évaporation. La présence de vent, si on a beaucoup de vent, ça favorise l'évaporation. Et puis la pression atmosphérique, plus elle est faible, plus on peut avoir de l'évaporation. Alors l'expérience qu'on va faire, ou que j'ai faite, c'est de chauffer des glaçons qui sont à l'état solide, on va les faire fondre, et ensuite, dès qu'on a fondu les glaçons, on va chauffer l'eau liquide. Alors, on va évidemment apporter de la chaleur, sous quelle forme? Avec de l'énergie électrique, dont je vais parler juste après. Alors, l'énergie électrique, on va avoir un générateur. On a de la chance, on peut avoir directement sur ce générateur la valeur de l'intensité en ampères et la tension qui est en volts. On va avoir besoin d'une résistance. Alors j'ai pris un fil de nichrome que j'ai mis en boucle pour avoir en fait plus de longueur. Ça va être ma résistance. Et puis je vais avoir besoin d'un chronomètre et j'expliquerai pourquoi ensuite. Alors, la relation entre la puissance et l'énergie électrique. La puissance, elle est exprimée en watts. C'est tout simplement le produit de la tension et de l'intensité avec la tension qui est en volts et l'intensité en ampères. Maintenant, pour l'énergie qui est en joules, c'est la puissance multipliée par le temps, c'est-à-dire UI fois T, avec le temps en secondes, et c'est la raison pour laquelle j'avais besoin d'un chronomètre pour faire mon expérience, pour pouvoir avoir une valeur de l'énergie. Alors cette énergie électrique, elle va être transformée en chaleur grâce à la résistance. En fait, la résistance donc, va dissiper, c'est ce qu'on dit, l'énergie électrique sous forme de chaleur, ça porte un nom en physique, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Pour les glaçons, alors, malheureusement sur ma photo, mes glaçons avaient fondu, donc j'ai une photo avec de l'eau liquide, mais mes glaçons, je vais les passer dans un bécher où évidemment j'ai ma résistance. Je vais essayer d'isoler ce bécher du reste de l'air avec ce qu'on appelle un calorimètre, c'est ce qui me permet d'avoir une bonne isolation. Et puis évidemment, je vais mesurer la température au fur et à mesure que le temps passe, donc avec un thermomètre. Alors, au niveau des échanges d'énergie, si le calorimètre est bien isolé, l'énergie qui va être gagnée par les glaçons pour fondre doit normalement être égale à l'énergie qui est délivrée par le générateur. Donc on va avoir l'énergie gagnée par les glaçons Q est égale à E, l'énergie du générateur. On va regarder maintenant l'évolution de la température en fonction du temps ou bien de l'énergie électrique. Donc on va avoir ce graphique-là, donc température, le temps, donc voilà, ou l'énergie électrique, j'ai simplement qu'à multiplier la puissance, le produit U fois I multiplié par le temps en secondes. Et je vais m'apercevoir que sur cette courbe de température, je vais avoir trois régions distinctes. Donc je vais avoir d'abord le moment où on a les glaçons à l'état solide, donc dans mon expérience c'était de moins 10 degrés jusqu'à 0 degrés. Ensuite on a ce qu'on appelle un palier de changement d'état. Donc on va avoir les glaçons qui vont fondre et on a un mélange de solide et liquide. Et puis une troisième partie où là, après 0 degré, après le temps T2, on a fait fondre tous les glaçons et je récupère du liquide que je vais chauffer jusqu'à une température d'à peu près 10 degrés. Donc, chose intéressante là-dessus, c'est que le changement d'état, c'est le moment où on a le palier et on a une température constante. Alors, j'ai regardé l'énergie qui est gagnée par les glaçons quand ils se réchauffent. Donc, normalement, l'énergie qui est gagnée par les glaçons, toujours pareil, si le système est bien isolé,
doit être égale à l'énergie qui est donnée par le générateur, avec normalement une pente qui doit faire 1. Alors, dans l'expérience, en fait, ce qu'on observe, c'est que la température augmente. Donc, en fait, je vais surtout m'intéresser à la variation de température. Donc, c'est la température à un instant T moins la température initiale. Je pourrais exprimer la température en degrés Celsius ou en Kelvin, qui est l'autre échelle pour les températures. Dans mon exemple, en fait, entre moins 10 degrés et 10 degrés, j'ai gagné 10 degrés Celsius. Alors, je vais essayer de regarder d'abord, de tracer l'évolution de la variation de température en fonction de l'énergie. Bon, c'est une relation qui est tout à fait proportionnelle, mais pour l'instant, delta T, c'est en degrés Celsius, c'est toujours pas de l'énergie. On sait aussi que l'énergie qui est gagnée par les glaçons dépend aussi de la masse des glaçons. Plus la masse est importante, plus il y a d'énergie. Donc, si je multiplie la variation de température par la masse, maintenant j'ai des kilogrammes fois Celsius. J'ai encore une proportionnalité, mais ça ne me donne pas m fois delta T, ça ne donne pas de l'énergie. Pour pouvoir avoir maintenant de l'énergie, je vais multiplier m fois delta T par une constante, C, que je vais appeler C glace pour l'instant, j'en parlerai un peu plus tard, et qui va me permettre d'avoir en fait des unités d'énergie en joules. Et je vais ajuster cette constante pour avoir une pente de 1, c'est-à-dire que tous les glaçons récupèrent complètement l'énergie donnée par le générateur. Alors, l'expression que j'ai quand la température augmente, ça serait que l'énergie gagnée par les glaçons à l'état solide, ça serait Q est égal à le produit de M, la masse des glaçons, fois la variation de température, et cette constante que j'appelle C, dont je discuterai un peu plus tard. Alors, si je regarde l'énergie qui est gagnée par les glaçons, donc Q égale M, C glace fois delta T. Mais ça va être pareil ensuite pour l'eau liquide quand elle va augmenter de température. Je peux aussi décrire l'énergie gagnée par l'eau sous cette forme-là. Q est égal à la masse de l'eau multipliée par cette constante C, qui va être spécifique à l'eau liquide maintenant, multipliée par l'augmentation de température. Pour avoir de l'énergie, la constante C doit être en joules, kilogramme moins 1, Celsius moins 1. Maintenant, si je prends des températures en Kelvin, ce sera des joules, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Alors C, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique de la substance. Donc en fait, selon qu'on ait de la glace ou de l'eau, on ne va pas avoir la même valeur de la constante C, de cette capacité thermique massique. La définition d'une capacité thermique massique, c'est la quantité d'énergie qu'il faut la quantité d'énergie par unité de masse qu'il faut apporter à une substance pour élever sa température de 1 degré Celsius ou de 1 Kelvin. Évidemment, chaque substance a sa propre valeur de capacité thermique massique. Il ne faut pas apporter la même énergie pour chauffer un gramme d'aluminium, un kilogramme d'aluminium par exemple, ou un kilogramme d'eau. Petite remarque sur les unités, sur le signe de l'énergie grand Q. Maintenant, si on a une augmentation de température, donc c'est-à-dire delta T qui est positif, donc on va avoir à ce moment-là l'énergie Q qui va être positive, ça veut dire que la substance va gagner de l'énergie. Mais maintenant, si on refroidit, on va avoir delta T qui devient négatif, et ça veut dire que l'énergie de la substance diminue, ça veut dire que la substance va donner de l'énergie à l'extérieur. Donc si je voulais par exemple refroidir des glaçons, les glaçons vont perdre de l'énergie que nous, on va récupérer dans l'air. Maintenant, on va essayer d'interpréter ce qui se passe. C'est que la température, elle est liée à l'énergie cinétique moyenne des molécules. Je vais donner ici une formule, ce qu'on appelle l'équation de Boltzmann, qui est peut-être un petit peu compliquée pour vous, mais qui, Boltzmann avait montré à la fin du 19e siècle que l'énergie cinétique moyenne des molécules était vraiment proportionnelle à la température, avec cette constante 3,5 de K fois T. K, c'est la constante de Boltzmann. C'est pas la peine de retenir ça, mais simplement retenir que température et énergie cinétique moyenne des molécules sont proportionnelles. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on chauffe, quand la température augmente, les molécules vont gagner de l'énergie sous la forme d'énergie cinétique. Alors, dans un solide, l'énergie cinétique, ça pourrait être tout simplement de la vibration ou de translation des molécules ou des atomes. Quant au changement d'état, donc la partie 2 de la courbe. En première constatation, c'est que la température est constante, donc on a delta T qui est égal à 0, ce qui veut dire que cette jolie formule Q est égale à mc fois delta T
n'est plus correcte. En fait, mes glaçons, ils continuent à gagner de l'énergie. Donc, on ne peut pas appliquer cette formule pour décrire l'énergie qui est gagnée par les glaçons. Alors, on a une autre formule pour ça. L'énergie qui est gagnée par les glaçons, ça va être la masse des glaçons, multipliée par une constante, L. L qui va être exprimée en joules par kilogramme. L, c'est ce qu'on va appeler la chaleur latente de changement d'état. Alors ici, on fait une fusion, donc ça sera la chaleur latente de fusion des glaçons. Que veut dire L? Quelle serait la définition de L? Donc L en joules par kilogramme. C'est tout simplement l'énergie par unité de masse à apporter à une substance pour la faire changer d'état à une condition à pression et température constante. Alors des exemples, si on prend la chaleur latente de fusion de la glace, il faut apporter 333 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme. Maintenant, si on veut vaporiser de l'eau, il faut apporter plus d'énergie, c'est 2257 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme d'eau liquide. Donc énergie à apporter pour vaporiser l'eau liquide. Alors si on veut interpréter ce changement d'état, alors, premièrement, la température est constante, ce qui veut dire que les molécules ne bougent pas plus vite, leur énergie cinétique moyenne reste constante. Pourtant, les glaçons ou la substance continue à gagner de l'énergie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'énergie gagnée ne va pas servir à faire bouger les molécules plus vite, mais par contre à séparer les molécules. On sait que de l'eau liquide, par exemple, prend moins de place que l'eau gazeuse. Donc on va séparer les molécules au cours du changement d'état. Alors si j'ai des molécules qui sont ici, qu'est-ce qui va se passer quand on change d'état? On va tout simplement donc, les écarter et les molécules vont gagner ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. C'est l'énergie qui est liée à la position des molécules.